Bonsoir. Merci d'avoir bravé la pluie pour venir m'écouter. La soirée est prévue pour que je vous présente mon travail. Et puis, pour ce faire, j'ai choisi de parler de mon dernier livre publié qui s'appelle Hermine Blanche et autres nouvelles, qui est un recueil de nouvelles, parce qu'il est pour moi très représentatif de mon parcours dans l'écriture. Et en le feuilletant, je peux retrouver plein d'époques différentes de l'écriture. Vous savez que je suis en résidence ici avec d'autres écrivains, et puis en discutant avec les autres écrivains, je me rends compte que pour tout le monde, c'est pas simple en fait d'entrer dans l'écriture. Ça pourrait sembler simple, en fait, on se dit il n'y a qu'à écrire, voilà. Mais non, en fait, il faut se sentir légitime, il faut arriver à trouver son ton, à trouver sa voix. Et puis chaque auteur trouve sa façon, et puis il n'y a pas de façon toute préparée, toute faite. Et puis pour moi, vraiment, ça a pris beaucoup de chemins détournés, mais une des grandes entrées que j'ai eues dans l'écriture, ça a été vraiment de travailler sur ma langue. J'avais l'envie d'écrire depuis très très longtemps, depuis l'enfance, et puis chaque fois que j'essayais, j'écrivais 1 ou 2 paragraphes et je le raturais tellement que c'était illisible et je n'arrivais pas à continuer. Et je me rendais compte que j'avais vraiment un problème, une grande distance en moi, un grand fossé en moi entre ce que je voulais faire et ce que j'arrivais à faire, entre mon envie artistique et puis ce qui arrivait sur le papier. Et à l'âge de 28 ans, j'ai eu la chance extraordinaire, je trouve, a posteriori, de pouvoir écrire pour la radio. Alors c'était pour la chaîne Espace 2, c'était totalement inofficiel, c'était un de mes amis qui est devenu mon beau-frère, qui savait, je ne sais pas comment il savait que j'avais envie d'écrire, et il m'a proposé en fait d'écrire chaque semaine une nouvelle pour Espace 2. Il avait une émission où il passait des morceaux de musique classique, et puis il avait une petite séquence qu'il avait intitulée « Sport et divertissement ». Et il l'avait intitulée comme ça parce qu'il y a un compositeur dont j'oublie le nom en ce moment qui a composé en fait des musiques avec ce titre. Et puis aussi, il savait qu'il avait un livre dans sa bibliothèque avec des nouvelles sur le sport. Et par chance pour moi, il n'avait jamais retrouvé ce recueil de nouvelles. Et donc il m'a dit, est-ce que tu pourrais m'écrire un texte par semaine sur le thème du sport? Et moi, je pense un petit peu, comment on pourrait dire, audacieuse et sans mesurer tout ce que ça voulait dire, je lui ai dit oui, je vais le faire, je vais écrire pour toi. Et je me suis mise à écrire pour la radio, donc pour Espace 2, des textes que je rendais le jeudi, qui étaient lus le samedi matin. Et comme je vous l'ai dit, je n'étais pas du tout contente de ce que j'écrivais. J'avais pris un pseudonyme masculin pour bien me cacher, qui était Maurice Salenf. Enfin, quand je dis pour bien me cacher, oui, c'était pour me cacher, mais c'était aussi parce qu'à l'époque, quand j'avais la vingtaine, l'écriture féminine, elle était vraiment... elle n'était pas respectée. Enfin, déjà, on parlait d'une écriture féminine, chose qui, je crois, aujourd'hui est tombée un peu en désuétude. Je n'ai plus entendu ce terme. Mais à l'époque, on disait « Ah oui, ouais, les femmes, on sent que c'est une femme qui écrit. » Et puis, moi, je ne voulais pas être cataloguée, étiquetée comme femme. Et donc, je voulais vraiment me cacher derrière une identité masculine. Et je me rappelle aussi qu'un de mes beaux-frères m'avait dit que lui, il lisait seulement les auteurs blancs, morts et masculins, quelque chose comme ça. Ce qui était assez violent, en fait. Et du coup, j'avais décidé de prendre ce pseudonyme. Et je rendais mon texte chaque jeudi. Et tous les samedis matins, dans mon lit, j'écoutais en direct mon ami qui s'appelait Daniel Rosis, qui lisait ce texte à la radio en direct. Souvent, il découvrait le texte à l'antenne, donc des fois, il butait sur des phrases, etc. Mais ça a été pour moi un formidable laboratoire d'écriture, je peux dire, qui a duré 1 année. Et j'ai évolué, j'ai commencé au
au début de l'année, vers le mois de janvier, février, et j'ai suivi cette émission toute l'année avec une pause en été. Et au fur et à mesure que j'entendais mes textes à la radio, je me rendais compte qu'ils sonnaient mal, qu'on ne pouvait pas écrire comme ça pour la radio. Et je développais en fait mon sens auditif par rapport à l'écriture. Et puis, j'ai complètement modifié mes textes. Ça veut dire qu'au début de l'année, j'écrivais des textes très classiques qui étaient imprégnés de mes lectures des auteurs classiques que j'avais lus abondamment pendant mon adolescence et puis à l'université. Et donc, c'était des textes au passé simple, à l'imparfait, avec la troisième personne. Voilà, vous imaginez ce que ça pouvait être. Et puis, après la pause estivale, je ne sais pas, j'ai eu un sursaut et j'ai commencé à déconstruire mes textes. Et je me suis mise à dire « je », chose qui était pour moi comme une petite révolution. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pensé auparavant à dire « je », alors que ça existait depuis longtemps dans la littérature. Et puis, je me suis mise à écrire en « je », ce qui a amené en fait un vocabulaire très familier, des expressions parlées. J'ai commencé à oser charcuter un peu cette belle langue française, à la découper, à la couper en morceaux, à la maltraiter. Et finalement, je me suis mise à écrire des petits monologues. Et là, j'ai commencé à avoir du plaisir et à sentir que je m'approchais de la voix que je voulais avoir. C'était une question pour moi de vitesse. Quand j'écrivais des textes au passé simple, à l'imparfait, très bien écrits, j'avais l'impression que ça allait pas assez vite et que ça s'était démodé. Et donc, j'ai embrassé comme ça cette forme du monologue que j'ai après étudié, entre guillemets, étudié, recherché, expérimenté pendant une bonne dizaine d'années, 10 ans en fait, ouais. Donc ça a été vraiment une grande recherche pour moi que ce genre du monologue. Et je vais vous lire maintenant, alors voilà, dans ce recueil que j'ai publié en 2017, j'ai repris beaucoup de ces monologues que j'avais écrits pour la radio. Je les ai un petit peu toilettés, mais pas trop, parce que je voulais garder l'esprit de mes débuts dans l'écriture. Et je vais vous en lire un qui s'appelle « Mes tantes ». Dans ces petits monologues, je faisais parler des personnages qui étaient comme en retrait du monde, un peu innocents, qui avaient un regard un peu naïf, mais en même temps lucide sur le monde. Parfois, c'était un peu cruel. Et je pense que ça reflétait très bien, en fait, ma position de jeune auteur qui commençait, qui venait de sortir de l'université, qui ne voulait pas travailler, qui se sentait très en dehors de la vie. Alors, mes tantes. Ah, encore un truc que je voulais vous dire, c'est que j'avais l'impression d'avoir beaucoup déconstruit ma langue, mais en fait, en l'entendant, vous n'en aurez pas l'impression. Je pense que c'est parce que je lisais, et je lis toujours énormément mes textes à voix haute pour que ça coule, pour que ça adopte le rythme que je veux. Et du coup, les phrases sont assez lissées, donc ça ne s'entend pas forcément. Je voulais un chien. Je ne sais pas comment, mes tantes l'ont deviné et j'ai reçu un teckel. Moi, je pensais à un grand chien. Mais elles ont bien raison. Un teckel fait peu de bruit et dérange moins. Je voudrais me promener au bord de l'étang. J'aime beaucoup l'étang. À l'hiver, comme maintenant, les eaux sont complètement gelées et on peut même glisser au centre. Il y a des patineurs qui font la traversée. Ma tante Judith le déconseille. Fais attention, elle dit. Je me souviens, la glace une fois a craqué. Ma tante Fanny m'accompagne et tante Françoise vient aussi nous surveiller. Tante Claire un jour a rêvé qu'elle se noyait avec ses sœurs, alors elle vient pour l'empêcher. Au bord de l'étang, toutes mes tantes rient parce qu'elles ont peur. Finalement, je mets mes lames. J'aurais envie de m'élancer, mais elles me suivent de près et me crient d'être prudent. « Va pas si loin », elles disent, « pas au soleil ». Alors j'obéis, je reste à l'ombre. De toute manière, le soleil part. Il est 5 heures, il faut rentrer. Moi, j'habite avec mes tantes. Ma tante Judith, ma tante Fanny, ma tante Claire, ma tante Françoise et aussi maman. Avec les tantes, il y a des oncles. Oncle Daniel, oncle Georges, oncle Raymond. Il manque un oncle. C'est tante Fanny qui l'a perdu, ou bien elle n'en a jamais eu.
Souvent, elle me raconte ma naissance. Maman était très éprouvée. Alors elles m'ont nourrie, elles m'ont longée, biberonnée et cajolée. J'étais vraiment un beau bébé. Quand j'ai grandi, j'ai toujours joué avec elles. Puis à l'école, elles sont venues me chercher à Tours, car moi je n'aimais pas rester dehors. Je rentrais faire mes devoirs et m'amuser avec mes tantes. Mes tantes savent tout. D'elles à moi, c'est un seul esprit où tout se mêle comme un seul vase. Je ne garde rien longtemps à part. Je ne sais pas ce qui m'oblige à raconter. D'abord, je ne le dis rien qu'à une, mais elle doit jurer de se taire. Elle jure. Puis elle ne peut se retenir. Devant les autres, elle fait sa mine cachotière et sa maligne, jusqu'à ce que quelqu'un demande. « Dis donc, Fanny, qu'est-ce que tu as ?» Elle répond « Je ne peux rien dire », en me montrant du coin de l'œil. Toutes les autres me regardent et me supplient pour que je raconte. Seulement à elle. Je dois alors leur expliquer ce qu'on me confie au travail ou quelle fille me plaît, et toutes mes tantes longtemps en parlent. Elles cherchent toujours à faire plaisir pour m'éviter des tracas. Elles savent combien c'est difficile pour mes problèmes de m'adresser au patron. Elles lui en parlent sans que je sache, et un beau jour, quand je me décide, le patron est déjà au courant et a tout arrangé la chose. Ou bien, si je veux partir faire un pique-nique, les gros sandwichs se font tout seuls, et de la gare, on téléphone sans que j'appelle. Si je fais une erreur, je n'arrive pas à la cacher. Le patron en parle à ma tante, qui le confie à ma tante, qui le dit à toutes mes tantes, et ensemble elles réfléchissent comment arranger l'affaire. Quand j'arrive à la maison, elles ont déjà tout expliqué, et maman pardonne. L'autre jour, j'ai entendu une discussion entre mes tantes. Tante Judith, c'est à cause de ce collègue qu'il est soucieux. Ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Tante Claire, il lui faudrait des vacances, je le trouve un peu blanc. Tante Fanny, il veut s'acheter un vélo. Tante Judith, il faudrait regarder au garage chez Gremaud, il y a de bonnes occasions. Tante Françoise, je passerai demain, je vais en ville. Tante Fanny et tante Judith, si tu veux, je peux y aller. À ce moment, j'entre et elles m'embrassent toutes les quatre, toutes mes mamans. Je me souviens d'une certaine fois où je ne leur ai pas fait plaisir. Mes tantes avaient prévu une promenade et sans raison, je refuse. Je n'ai plus envie de les suivre. Ma tante Judith prend l'air peinée. Après tout, tu es majeure. Les autres échangent des regards tristes qui disent « On s'est saigné aux 4 veines et voilà le résultat ». Elles s'en vont et je reste à m'ennuyer avec maman qui me fait faire la vaisselle. Je passe une journée atroce et longue à me morfondre, pas même l'envie de voir le chien. Quand elles reviennent, elles ne me disent rien et parlent entre elles du beau soleil, de l'étang gelé, de la bonne neige. Et puis enfin, elles me demandent ce que j'ai fait. Je craque. Je me suis ennuyée et j'ai dû faire la vaisselle. Tu vois, elles disent, tu aurais mieux fait de venir. Elles ont raison, je me suis dit. La prochaine fois, je ne resterai pas. Je viendrai toujours avec elles. Elles m'embrassent et promettent d'autres promenades. Mes oncles n'apprécient pas ces embrassades. À son âge, dit oncle Georges, j'étais déjà presque mariée. Quand ils sont là, mes tantes se tiennent sur leur garde et se surveillent à ne pas trop me chouchouter. Mais quand ils partent, c'est des bisous toute la journée et des caresses. Quelquefois, je les entends bougonner. Elles vont en faire une pédale. C'est malheureux comme elles le gâtent. Ce pauvre garçon n'est pas normal. Et je me sens triste et honteux. Les autres hommes habitent seuls. Ils ont des enfants, des femmes. Moi, l'amour, je le prends tout à mes tantes. Je reste un peu seule dans mon coin, jusqu'à ce que tante Claire me trouve. Je lui dis tout, elle s'exclame. Les autres accourent et me consolent. Dès aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais grand. C'en est fini des confidences, des épanchements chez les tantes. Je suis un homme. D'ailleurs, depuis avant-hier, je tiens un projet secret que personne ne sait, pas même mes tantes. Je ne le dirai à personne. Je peux juste simplement dire qu'un garçon vient jouer au foot dans la cour, toujours seul. Je ne dis pas plus. Il y a longtemps que j'ai envie d'apprendre le foot. Alors, si j'ose, je lui demanderai de pouvoir faire connaissance. Mes oncles seront vraiment surpris de me voir un ami. Ils comprendront comme je me débrouille bien tout seul. Ma tante Fanny me tourne autour et me tourmente pour que je cède. « Qu'est-ce que tu as ?» elle dit. « Tu es tout drôle. »
Regarde ici, qu'est-ce que tu caches? À tante Fanny, tu ne veux pas dire? Elle passe son bras sur mon épaule. Tu sais que je peux tout entendre. Où est le corps? Je rigole. J'hésite encore. Elle insiste. Allez. Je commence alors par dire que j'ai remarqué le garçon qui vient jouer dans la cour. Elle me coupe. Ah oui. Elle le connaît. Elle donne son nom et commente. Il est plus jeune, pas mon genre. Il est brutal. Ça m'est égal. Elle se trompe. Il a l'air intelligent. Quand même, j'irai le voir même s'il ne plaît pas à mes tantes. D'abord, j'envoie mon petit chien l'intéresser, mais il l'accueille avec des cris et des sales bêtes. D'ailleurs, mon chien a peur des balles. Je l'observe depuis la maison. Il a l'air fier. Il sait bien jouer. Je sifflote à ma fenêtre pour me faire voir. Je ne sais pas comment m'y prendre. Mes tantes sans arrêt me dérangent. « Qu'est-ce que tu fais ?» Moi, je réponds que je regarde le beau nuage et elles admettent. « Oui, un beau ciel, avec des rires dans leurs fossettes. » Je reste comme ça toute une journée. Le soir, ma tante Judith vient en retard pour le souper. Sans me regarder, elle fait un signe et mes tantes resplendissent. On doit sans doute me préparer quelques surprises. Les oncles discutent. Maman trouve que je mange vite. Après souper, il y a une sonnette à la porte. On se regarde. Qui vient si tard? Les oncles sont devant la télé. Mes tantes ne veulent pas ouvrir. Vas-y, elles disent. Va toi ouvrir. Maman veut aller à ma place, mais elle l'empêche. Laisse-le aller, avec des murmures. Moi, je me lève. Pourquoi me faire tous ces mystères? Tout ça commence à m'agacer. J'ouvre la porte. Le garçon de la cour est debout sur le palier. Il est bien plus gamin que moi. De près, on voit encore des taches de rousseur. Il n'a pas 13 ans. Il me regarde et il dit « C'est toi qui veux jouer au foot ?» Je ne dis rien. « C'est toi qui n'oses pas descendre ?» Je déteste comme il est moqueur. Je sens mes tantes dans la chambre qui babillent en se pressant pour entendre et voir. Voilà. Alors, c'était ce genre de petit monologue que j'écrivais pour la radio. Et en lisant, je me disais, oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai vraiment passé aussi au temps présent et que le présent m'a aussi accompagnée quelques années. Suite à cette aventure, en fait, avec la radio, qui a pris fin au bout d'une année à peu près, j'avais l'idée de mon prochain roman. C'était l'idée de... J'avais l'image comme ça d'un couple de paysans, un homme très brutal qui n'aimerait pas sa femme, et puis une femme complètement soumise. Ce qui était très important, c'est que je voyais son prénom et que son prénom était Vulve. Et je me rendais compte que j'allais parler en fait des rapports conflictuels entre le masculin et le féminin. Et j'avais eu cette idée et je pensais que ce n'était pas pour la radio, que je ne pouvais pas l'écrire pour Espace 2. Et quand ma collaboration avec eux a cessé, ben, je me suis dit, je vais écrire ce roman. Et je l'ai commencé, en fait, je ne me suis pas dit, je vais écrire ce roman, je me suis dit, je vais écrire cette nouvelle. Je pensais en avoir pour quelques pages. Et j'ai écrit la nouvelle qui s'est allongée, et qui est finalement devenue mon roman Rapport aux bêtes. Et ce qui était assez génial pour moi, en fait, avec ce roman, c'est que j'avais préparé la langue à l'avance, sans m'en rendre compte, en déconstruisant de plus en plus la langue avec ces petits monologues pour la radio. Et je devenais de plus en plus audacieuse. Et puis, j'en suis arrivée, en fait, avec ce roman Rapport aux bêtes, à vraiment construire une langue chaotique qui collait parfaitement au personnage du paysan, qui est quelqu'un qui a une pensée complètement chaotique, brisée, des raisonnements sans queue ni tête, et puis qui n'arrive pas à se rassembler à l'intérieur. Et donc cette langue, elle collait parfaitement à son personnage. En plus, c'était une langue à laquelle j'avais fait violence d'une certaine façon. Et ce personnage était violent, brutal, donc ça le reflétait parfaitement. Et comment je m'y étais prise pour façonner cette langue, ben, c'est toujours la même chose. Comme pour mes monologues pour la radio, je me guidais à l'oreille. Donc je m'autorisais à faire des fautes de français ou à poser les mots pas tout à fait à la place habituelle dans la phrase, pourvu que ça colle au rythme et à la musique que moi j'avais dans la tête.
Et voilà donc, j'ai terminé ce livre, Rapport aux bêtes. Je ne savais pas trop quoi en faire au début parce que j'étais un peu effrayée moi-même de ce que j'avais fait. J'avais ce personnage qui s'appelait Vulve, c'était quand même assez cru. Et je ne savais pas comment ça allait être reçu. En plus que voilà, c'était une langue complètement trifouillée, cassée, cabossée. Et je l'ai envoyé par la poste. Je suis fille de postier, donc j'ai fait confiance à la poste. Et je l'ai envoyé par la poste à plusieurs maisons d'édition en France. Et puis j'ai pu le publier chez Gallimard. Et c'est comme ça que j'ai pu enfin me dire écrivain, finalement, parce que j'avais ce roman publié. Et bien sûr, j'ai abandonné mon pseudonyme. Je me suis aperçue que les pseudonymes, c'était pas une situation confortable, en fait, de vivre sous pseudonyme. Bon, d'abord, j'avais en quelque sorte trouvé la voix qui me plaisait avec ces monologues, et c'était devenu inutile pour moi d'avoir un pseudonyme. Et puis, il y a eu un épisode assez marrant qui s'est passé quand mes petits monologues pour la radio ont été mis en scène dans un petit théâtre à Lausanne qui s'appelle le Théâtre du Lapin Vert. Et c'était annoncé, le spectacle était Sport et divertissement, le même nom que l'émission pour la radio, de Maurice Salanf, donc sous pseudonyme. Et je suis allée voir le spectacle, tout était très bien, ça me plaisait, c'était un one-man show avec une pianiste. Et après le spectacle, une dame est venue vers moi, et c'était la marraine du comédien qui avait joué les textes. Elle s'appelait Daisy, et elle s'est mise à m'expliquer qui était Maurice Salanf. C'était complètement surréaliste. Et moi, au début, je n'osais rien dire. Puis après, quelqu'un d'autre est venu, puis lui a dit mais c'est elle. Et puis cette madame Daisy, elle ne pouvait pas recevoir cette information. Elle a continué à prétendre qu'elle le connaissait bien. C'était surréaliste. Et là, j'ai senti que en fait, mon texte m'échappait complètement. Et je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux quand même accompagner mes textes et je veux pouvoir dire que je les ai écrits. Et donc, voilà, j'ai abandonné ce pseudonyme. Voilà. Et puis, donc, en fait, Rapport aux bêtes est encore un monologue. C'est le monologue de Paul, un paysan, qui raconte son quotidien de manière très frontale, avec cette langue complètement cassée, qui parle abondamment de sa femme, mais sa femme, elle n'a pas voix au chapitre, donc on ne sait pas ce qu'elle pense. C'est vraiment la vision du paysan. Et on a l'impression en fait qu'il n'arrive pas à percevoir le monde extérieur tel qu'il est. Il a un grand écran personnel entre sa vérité, enfin, son être intérieur et l'extérieur. Et je pense que c'est un thème qui m'a accompagnée, que j'ai découvert dans l'écriture, qui m'a accompagnée, qui m'accompagne encore à travers mes textes. Je pense que ce thème de l'incommunicabilité, de la difficulté à savoir ce qui se passe en dehors de soi, à dire son je. Et c'était un peu aussi ce qui se passait avec ces monologues pour la radio dont je vous ai lu mes tantes. Un autre thème aussi, c'est vraiment, dans ce premier roman, c'est vraiment bien sûr l'impossibilité de communiquer entre hommes et femmes. Et ça se retrouve aussi tout au long de mes nouvelles. Et suite à ce roman, j'ai de nouveau été invitée à écrire pour la radio une série de nouvelles, je crois 7 nouvelles qui devaient être lues chaque midi sur Espace 2. C'était plus du tout la même émission. Et j'ai écrit des textes, ce que moi j'appelle ma période symbolique, qui était beaucoup plus symbolique, un petit peu plus lyrique, mais qui étaient toujours des monologues. Et j'ai envie de vous en lire un. C'est la première nouvelle du recueil qui s'appelle « Les enfants ». Je l'ai mis au début du recueil parce que c'est un recueil qui est vraiment traversé de voix enfantines. Donc vous avez entendu en fait le narrateur de Mes tantes. C'est un espèce de vieux garçon ou grand garçon grandi qui reste enfant en fait. Il a gardé sa part d'enfance en lui. Et il y a énormément de voix enfantines ou de regards enfantins dans ce texte. Et puis, je pense que la fratrie, la famille, elle est aussi importante.
Et je dirais que ce texte, les enfants, pour moi, il est en écho aussi avec ce texte que je vous ai lu tout à l'heure, parce qu'il parle d'une grande famille, d'une grande maisonnée. Ici, vous verrez, mais ça parle d'un orphelinat, en fait. Les enfants. On vit dans la maison bleue. Ce n'est pas notre maison, mais on y passe notre enfance. Nos pieds et nos voix retentissent. Les directeurs sont obligés de s'énerver et de nous gronder, ce qui est tout à fait normal, même avec des enfants très sages. Madame Morceau nous dirige avec son mari. Des maîtres viennent la journée. On a 4 cuisinières. Le lierre est plein d'escargots. Voici maintenant ce qui arrive. Aujourd'hui, on se réveille et Madame Morceau nous dit « Ce matin, les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle nous rassemble dans la cour. Monsieur Morceau, pensif, est silencieux derrière elle. La directrice est gentille. Ses mots coulent. Elle reprend. « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle promène ses yeux sur nos têtes. Bien qu'on soit nombreux, elle peut mettre un nom sur chacun de nous. Elle n'a pas besoin de crier pour obtenir du silence, seulement agrandir ses yeux. Sa voix est calme. « Les enfants, je dois vous dire, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. » Quelques-uns se mettent à jouer, mais Madame Morceau poursuit. « Il y a grève des employés et personne ne va venir vous veiller. Nous-mêmes, en tant que directeurs, il faut que nous allions parlementer avec le corps des maîtresses. J'espère que vous comprenez. Il y a du pain sur la table. Je vais vous sortir le beurre. Ne mettez pas de confiture sur vos pyjamas, s'il vous plaît. En outre, je demande aux plus responsables de s'occuper des tout-petits. Vous pouvez jouer dans la cour, mais ne passez pas la grille. Je serai de retour à l'heure pour vous faire une bonne purée. Les patates ont été cuites hier, et il ne reste qu'à les écraser avec du beurre, comme vous l'aimez. Surtout, n'ayez pas de crainte. Il n'y aura pas de muscade. Je sais comme elle vous répugne. Si je ne rentrais pas à l'heure, ce n'est pas pour vous effrayer, mettez-vous, s'il vous plaît, au lit sans faire de difficulté. Si, a fortiori, je n'étais pas non plus de retour à l'occasion du souper, vous trouverez des céréales à l'emplacement ordinaire. Que ce ne soit pas équilibré, j'en suis pleinement consciente, et je compte bien à l'avenir vous faire cuire des repas sains. Mais dans le cas où je serais retenue, versez du lait dans vos bols et faites, je vous le demande, attention à ne pas en disperser dans l'ensemble du réfectoire. Les grands voudront bien nouer leurs bavettes aux petits. On s'assoupit dans le calme. Ce n'est pas parce que je m'absente qu'il faut jouer à la foire d'empoigne. Un mot encore pour la télé. Si quelques-uns parmi vous s'avisent de la regarder, je le saurai immédiatement en vérifiant si elle est froide. Je penserai beaucoup à vous. Il est possible que je ne sois pas là pour vous border, mais je viendrai faire des câlins dès que je serai de retour, même si vous dormez, c'est promis. Dans l'éventualité de petits soucis dans les lits, vous savez où sont les armoires. Il y a bien assez de draps. Mettez les salles au lavage en bas à la buanderie. Une dernière chose importante, j'ai mis là-bas des numéros. Vous pouvez toujours appeler lorsque vous avez un ennui ou s'il arrive la moindre chose. Vous composez ces numéros. Vous pensez que vous saurez lire ? Bien sûr que oui, vous n'êtes plus des bébés, vous êtes capables de vous en sortir. Je suis fière d'avance de savoir comment vous vous êtes amusés et comme le temps a vite passé, comment vous vous êtes occupés pour une fois sans vos directeurs. Je n'oublie rien, je vous embrasse. Sachez que vous êtes avec moi. Partout où je vais, je vous emporte. Partout où je suis, vous êtes aussi. Et ma tête est toujours ici. Vous avez peur d'être triste. Allons, c'est bon, je vous l'autorise. Vous pouvez allumer la télé. Mais seulement un quart d'heure, c'est promis les enfants ? Et pas une seconde de plus. Et ne regardez pas cette série, vous me promettez que vous ne regarderez que des émissions pour enfants ? Et pas de manga, s'il vous plaît. J'insiste parce que j'ai remarqué que vous dormez mal par la suite et que vous voulez venir dans mon lit, ce qui est bien sûr utopique. Ah, il y en a peut-être parmi vous qui n'aiment pas les céréales. Je crois m'en souvenir tout à coup. Qu'ils inspectent alors le frigo. Il doit rester du gratin. Est-ce que vous saurez réchauffer ? Non, ne faites rien, je préfère. Il vaut mieux ne rien faire du tout.
Une plaque est très vite allumée, mais l'éteindre, c'est une autre histoire. C'est des histoires à se blesser ou pire, faire venir les pompiers. Et où iriez-vous, pauvres enfants, déjà sans maman ni papa? Heureusement, je suis là, je veille sur vous et je sais de chacun de vous des premiers au 3e prénom, les dates de naissance, dates des plus grands événements survenus dans vos jeunes vies. C'est ce soir uniquement. Ce soir, malheureusement, il n'est sûr qu'à 60% que je puisse être à mon poste, que je puisse vous border la nuit et vous demander si vous avez bien fait pipi. D'ailleurs, il faudra que l'un ou l'autre s'occupe de langer les jeunes. Et j'oubliais les biberons. Mes enfants, si encore j'y pense, je vais préparer les biberons. Il n'y aura qu'à les plonger au bain-marie 12 minutes. Mais si je ne peux pas, mes petits, il faudra les chauffer vous-même. Le dosage est au dos de la boîte. Ne vous trompez pas de poudre. Les bébés allergiques ont un mélange différent. La boîte ronde sous la fenêtre, vous en mettrez 3 cuillères, au moins 3 bonnes cuillerées. 3 cuillerées et demie, ça dépend du lait. Vous regarderez l'apparence, ni trop liquide, ni gluant. C'est facile. Est-ce que vous saurez? Avez-vous peut-être des questions, mes pauvres petits orphelins, que j'abandonne à leur sort? Je vois que ça vous est égal, vous ne pensez qu'à jouer et le reste vous indiffère. Eh bien, vous avez bien raison, vous devez vous divertir, c'est plus tard que vous comprendrez. Allez, je vous laisse à vos choses, mais n'oubliez pas d'étudier, et si la télé était chaude, Monsieur Morceau vous fesserait l'un après l'autre, même si ça devait l'épuiser. On continue à jouer, et Madame Morceau monte dans la voiture à côté de son mari. Le moteur est allumé. Il passe derrière la grille en faisant adieu, adieu. Qui a eu cette idée d'aller voir comment elle est, la chambre des directeurs? On ne peut pas y entrer, le lit occupe toute la place. Ceux qu'on pousse dedans sautent sur le matelas grand comme un vrai trampoline, et des petits bavent sur la couette. Ce n'est pas grave, repliez prestement le drap. Madame Morceau, le soir, est toujours à la limite, elle n'ira pas vérifier. Au réfectoire, il y en a qui font semblant de ne pas voir le pain qui tombe sous leur chaise, mais les flaques de lait, on a l'idée de les essuyer. On se rabroue si on crie. On veut que les directeurs puissent dire que leurs enfants sont les plus sages à la ronde. Quand on n'est pas à la pointe, M. Morceau vient personnellement nous parler. Il nous raconte la tristesse de voir ses enfants être bêtes comme de petits animaux, devenir vulgaires, faux, querelleurs comme n'importe quel gamin. Quand M. Morceau sera là, on demandera qu'il nous explique comment il peut être possible que les classes aient l'air vides alors qu'on est tous présents. Parce qu'il n'y a pas de maître, ou bien parce qu'il n'y a personne pour soutenir la parole. Les mots dans nos bouches s'effondrent, ils croulent comme des tas de sable, alors que ceux des professeurs, de Madame, ou mieux, de Monsieur Morceau, sont posés comme des objets. Par suite de quoi, on en arrive naturellement à se demander combien d'enfants il faudrait pour faire un adulte. Si vous pouviez, Monsieur Morceau, nous éclairer sur la chose. On est ici un grand nombre, mais comme si on n'était qu'un. Le lendemain, le téléphone sonne. C'est la voix de Madame Morceau. Elle demande qu'on la branche sur le haut-parleur et qu'on se rassemble pour l'entendre. Son discours nous englobe. Mes enfants, je suis désolée. Vous avez été surpris et désorientés de ne pas nous trouver à votre réveil ce matin. Nous avons été retenus cette nuit loin de notre orphelinat. Toutes mes pensées sont pour vous, et mon souvenir vous accompagne minute par minute, heure par heure. Vous vous êtes lavé les dents, vous avez mangé proprement, vos pensées sont irréprochables et vous vous exprimez sans jurer. Je ne veux pas de ces bagarres qui vous prennent quand vous vous emportez, ni ces manières qui vous rabaissent au rang des analphabètes. Madame Morceau laisse un espace, nos yeux sur les haut-parleurs. Les grands aideront les petits, les filles aideront les garçons. Soyez ensemble toujours soudés. Veillez à manger en suffisance et à ne pas faire de chahut à ameuter les voisins. Ne montrez rien à l'extérieur qui puisse trahir l'isolement. Quand vous irez faire des courses, dites bonjour les premiers, comme je vous l'ai enseigné. On demandera des nouvelles. Il faut dire que tout le monde va bien. Les détails ne sont pas utiles. Oui, quand vous irez au dehors pour vos menues commissions, vous serez souriant, gentil, sociable et bien éduqué. Ne laissez pas sortir l'absence que vous pourriez ressentir. Ne dites pas « personne ne me regarde », ne dites pas « personne ne m'écoute », ne dites pas « personne ne s'occupe de moi ». Dites simplement « bonjour madame, au revoir, merci, merci bien ».
Si je vous donne ces conseils, c'est que nous venons d'apprendre, mes enfants, j'en suis anéantie, que nous ne pourrons vous rejoindre avant quelques semaines. Je vous enverrai de l'argent. Habillez-vous proprement. Le mode d'emploi pour la machine est quelque part au sous-sol. J'espère que bien que les pages soient collées par l'humidité, vous arriverez à le lire. Séparez d'abord les couleurs et mettez la poudre dans le bon compartiment. À la cuisine, vous trouverez, il y a un livre de recettes, la table des mesures à la fin. Une cuillère, si je me rappelle, doit faire dans les 15-20 grammes. Regardez dans vos livres de sciences, on peut facilement convertir les grammes et les centilitres. Adieu mes petits-enfants, je souffre de vous laisser, j'aimerais tant pouvoir vous nourrir, vous vêtir et vous diriger. C'est le sort sans doute qui s'acharne. Recevez des milliards de bises. Mon mari aimerait à présent également s'exprimer. Sans intervalle, la voix de M. Morceau. J'espère que vous dormez bien. Je suis fière à la pensée que vous savez vous en sortir et que vous pourriez, somme toute, vivre seuls et sans souci comme des grands. Vous êtes des enfants qui facilitent la vie de ceux qui en ont la charge. Je tiens à vous remercier et je ne peux que vous dire de continuer. Ainsi, vous nous faites plaisir et vous restez de très bons enfants. Vous ne dites pas de vilains mots, vous ne vous employez pas à de mauvaises choses. Les mains sont propres, ongles blancs. Vous prenez soin les uns des autres. La correction est le propre de l'humanité. Ici, la voix s'interrompt et on reprend la journée. Une question qui nous taraude, c'est « À quoi sert un adulte ?» Ils sont toujours à distance et nous, on ne s'en soucie pas. Peut-on sans eux exister ? Cher directeur, comment faire ? Nos fenêtres restent fermées, on ne se sent pas chez soi, on ne peut pas s'endormir à moins d'allumer toutes les lampes. Dommage que vous ne puissiez dire combien de temps il faut attendre pour qu'on soit enfin mûr et plein. On ne veut plus être petit. Il y a trop de choses qui nous manquent. On croirait qu'on va s'envoler, sans grande personne pour nous tenir, sans personne pour nous amarrer, pour nous lester, plomber, cheviller, pour nous arrimer, nous guider, nous visser, nous planter, nous clouer, nous entourer et nous circonscrire. Les facteurs amènent du courrier et au milieu une lettre de la directrice. Sur l'enveloppe, elle a écrit « Cette lettre vous sera donnée en dictée par le plus vieux d'entre vous. » Notre aîné déchiffre la lettre. « Mes enfants, elle commence, comment allez-vous, mes petits ? J'espère que vous vous sentez bien et que vous prenez le temps de vous divertir un peu à côté de l'étude. Je n'ose pas imaginer combien votre apparence a changé, ni combien de centimètres il manque au bas de vos pantalons. On aperçoit vos chevilles. C'est certainement laid. S'il vous plaît, ne retardez pas le moment de vous rendre dans un magasin si vous en avez l'occasion. Je vous envoie des billets. Je pense sans cesse au repas que je pourrais vous faire cuire. J'ai mis de côté des recettes. Je serai un jour de retour pour choyer votre digestion et donner ce qui pourrait manquer à vos organismes. Mais je suis intimement sûre que vous pouvez vous suffire. Vous êtes heureusement nombreux. Que M. Morceau et moi-même soyons ou non à votre tête, ça ne change au fond pas grand-chose. Vous ne manquez jamais de rien. Vous vous octroyez à vous-même ce qui vous est nécessaire. Peut-être ne sentez-vous même pas cette absence qui me crucifie. Oui, mes pauvres enfants, je suis déchirée de ne plus avoir ma couvée. Je suis en hiver sans manteau. Mon esprit a froid et grelotte. Je pense sans cesse au bonheur de vous réunir autour des tables. Il est bon de vous faire obéir, de vous tenir dans mes mains, de savoir que vous êtes à moi et que vous vivez sous mon aile. Vos pensées me sont ouvertes et vous me donnez toujours tout, d'un bloc tout ce que vous êtes, parce que vous êtes mes enfants et je suis votre directrice qui vous tient sous sa protection et qui ne vous lâchera plus, non, jamais, quoi qu'il advienne. J'insiste beaucoup là-dessus, car les temps sont difficiles. Nous sommes encore retenus et je ne vois pour l'instant aucune possibilité de venir vous rejoindre. En attendant, vous restez bien droit sur vos chaises. Vous ne faites pas honte à ceux qui ont donné leur existence pour la vôtre. Vous n'êtes pas bossus, roulés comme de petits escargots. N'oubliez pas votre colonne. Appuyez-vous crânement dessus. J'envoie à tous mes pensées, du plus grand au moins développé. Chaque cheveu de vous me concerne. J'ai intentionnellement choisi un vocabulaire compliqué afin que vous puissiez tirer double profit de ma lettre. N'oubliez pas le post-scriptum. Baiser plus que tout,
votre regrettée, Madame Morceau, directrice. Post-scriptum. Mes enfants, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le terreau, le levain, vous êtes la bonté divine. Croissez et multipliez, et n'oubliez pas dans vos pensées le soir avant de dormir que Madame et Monsieur Morceau ont été dans l'enfance vos guides. Votre directeur adoré, Monsieur Morceau. On sait qu'on fait ce qu'il faut. On pleure certes encore bouche ouverte, mais nos nez sont mouchés et on saura sous peu rire sans montrer la glotte et la langue. À table, on s'astreint à rester jusqu'à ce que les plats soient vides. On sait que les directeurs aimeraient nous voir à midi, assis tous autant qu'on est dans le tintement des services. On ne lèche jamais les couteaux, on déglutit les choux-fleurs et ainsi de suite sans une faute. Mais mon Dieu, si Monsieur Morceau pouvait rapidement revenir faire à table la conversation. C'est le désert entre nous et on s'ennuie à mourir. Et si Madame Morceau pouvait venir aussi rapidement prendre la responsabilité des choix qu'il faut sans cesse faire, qu'on puisse à nouveau s'amuser, qu'elle décide pour nous où aller quand on sort pour une promenade, ou en quel endroit se réfugier quand on est pris sous l'orage, quelle chemise il vaut mieux porter, s'il faut mettre ou non des chaussettes, si le bain est indiqué, sur quelle heure régler le réveil et de quelle façon se développer, comment réagir, que penser, quelle tentation éviter et sur qui calquer notre vie. On vient sonner un dimanche, un fax est quelque part arrivé. Il semble que ce soit une erreur et qu'il nous soit adressé. Voici ce qu'on lit sur les pages. Mes enfants, nous le savons bien, vous êtes où nous ne vivons plus. Croyez bien que nous y pensons au moins autant que vous tous. Nous avons essayé de faire notre possible en ce monde. Vous vous comportez comme des hommes, vous devenez des jeunes gens. Le savoir est réconfortant. Continuez à croître et muer sans nous créer de problèmes. Vous réfléchissez à 2 fois. Votre métier, vous l'élisez selon vos capacités. Abstenez-vous de fumer et d'être piégés par les drogues. Le sang qui tache votre linge est signe de la création. Il ne faut pas s'inquiéter. La sève à votre réveil accidentellement vous inonde. Il n'y a pas à s'en faire. Vos corps sont devenus grands, vos visages fins et mobiles, le poil à vos aisselles frise. Sachez être de près rasés et combattez la transpiration, afin d'être les bienvenus au sein de toute assemblée. Résolvez vos complexes d'Édipe. Riez et parlez à bon escient. L'instinct est mauvais conseiller. Ayez des esprits structurés. Comment se fait-il que vous n'ayez pas plus d'assurance ? Vous devriez être capable de résoudre une équation à 3 inconnus et de remplir une fiche d'impôt. À vos âges, on va de l'avant, on ne se laisse plus berner par les complexes et l'angoisse. Vous allez fonder des familles et porter au sein des enfants. Évitez, si vous le pouvez, de reproduire nos erreurs, au cas où vous les verriez. Nous avons fait notre possible, mais possible n'est pas humain. Mes enfants, nous devons le dire, ceci est notre dernier mot. Nous allons définitivement, sous peu, vous perdre de vue. Nous ne savons pas ce que vous êtes, nous ne voyons pas ce qui nous lie, et vous n'êtes pas loin de parler une langue pour nous étrangère. Les fils que nous projetions avaient une autre carrure. Messieurs, dames, il nous semble étrange que vous dormiez dans nos chambres. Penser à vos vies nous étonne. Nous sommes en fait déroutés. Vous n'agissez pas selon nos vœux. Certains d'entre vous s'introduisent encore le doigt dans le nez. Vous faites la nuit de vos mains un usage qui nous embarrasse, et nous ne sommes pas en accord avec les voies que vous suivez. À quoi utilisez-vous le sang que nous instillons depuis 1000 ans dans vos veines ? Comment pouvez-vous habiter des corps qui nous déconcertent ? Vous êtes à des kilomètres, et vos voix, nous ne les reconnaissons pas. Nous sommes forcés de le dire. Vous êtes pour nous aussi proches que des fantômes ou des spectres. Vous avez pris notre temps. Nous nous sommes à vous consacrés. Vous êtes du grain qui s'envole. Désormais, il nous est égal de savoir que vous existiez. Pour terminer, soyez conscients, c'est demain que nous expirons. Venez s'il vous plaît sur nos tombes, arrosez avec soin les plantes, ratissez comme il faut la terre. Que vos larmes au-dedans restent, vous nous êtes de toute manière pour tous les temps attachés. Le fax sur ces mots s'achève. On comprend, c'est le moment, il faut sortir aujourd'hui. On fait claquer les volets, les grilles maintenant sont ouvertes. Dans la rue, on s'avance,
grand mais vide au milieu. On s'achemine tous ensemble, un corps qui doit se départager. Voilà. Et en lisant cette nouvelle, je me dis qu'il y a vraiment des échos avec la première que je vous avais lue, qui parle finalement aussi de parentalité. Et dans cette nouvelle, il s'agit d'une parentalité qui est complètement détachée de l'émotion. Et je dirais qu'ils s'occupent du matériel et les enfants sont complètement livrés à eux-mêmes. Et c'est aussi un thème qui, je pense, traverse beaucoup de mes textes, qui est le thème de l'absence. L'absence à soi-même ou l'absence aux autres. C'est par exemple le thème d'une nouvelle qui a donné son titre au recueil Hermine Blanche. Et dans cette nouvelle, qui est un petit conte, je raconte l'histoire d'une petite fille en fait, qui son esprit devient une hermine quand il neige et son esprit part jouer dans la neige, quand il est dans les champs de neige. Et un jour, en fait, son esprit ne revient pas et elle reste vide. C'est un petit peu triste en fait quand je le raconte comme ça, mais c'est un symbole d'une certaine absence, ouais, d'un certain vide. Et ça m'a frappée en lisant de voir que c'était présent aussi vraiment dans cette première nouvelle. Et est-ce que j'ai encore le temps? Ouais, ça sera plutôt en fait une présentation de mes monologues finalement, parce que le temps file. Je vous ai dit au début de la rencontre que j'avais écrit beaucoup de monologues pendant 10 ans. Et la fin de ces monologues, ça a été une commande pour la radio de nouveau. Donc c'est vraiment ma collaboration avec la radio, elle a été pour moi vraiment capitale, je pense, dans mon écriture et dans le développement de cette oralité. Donc la radio, elle m'a demandé d'écrire un texte. Cette fois-ci, c'était France Culture qui m'a passé commande d'un texte. Et j'ai écrit un long monologue que j'ai appelé monologue à plusieurs voix. Donc en fait, pour moi, c'était comme un pas de plus. Si vous voulez, vous avez peut-être remarqué que dans la nouvelle que je vous ai lue, les enfants, le monologue, en fait, c'est nous, c'est la première personne du pluriel. Et là, ça continue. Ce sont plusieurs personnes, on ne sait pas combien de voix, qui attendent la mort d'une mamie, d'une vieille dame, qui, on le devine, gît dans un lit plus ou moins consciente, inconsciente. Et le temps à son chevet est bien long et il passe en revue tout ce qu'ils pourront faire quand enfin ils seront délivrés en fait, de cette attente. Et pour moi, c'était bien sûr hautement symbolique, ce personnage de la vieille dame dont on attendait le dernier souffle pour pouvoir enfin vivre. J'étais dans une période assez particulière. J'avais écrit mon premier roman, Rapport aux bêtes. J'avais eu pas mal de succès, j'avais fait beaucoup de choses. Et puis j'étais en attente de mon prochain roman. Et j'ai mis pas mal de temps en fait, pour l'écrire, puisque je l'ai publié, mon deuxième roman, 7 ans après le premier. Et c'était, en fait, je me suis aperçue par après, bien sûr, c'était complètement inconscient, mais je me suis aperçue que je m'écrivais à moi-même pour me dire, mais qu'est-ce que tu attends? Arrête de faire des plans sur la comète, passe à l'action. C'est en fait un espèce de texte sur la procrastination, sur le fait de vivre toujours dans les rêves, de remettre toujours au lendemain, de ne pas agir en fait. Alors je vais vous lire, je ne sais pas, peut-être 2 pages, 3 pages, pas plus, de ce très long monologue à plusieurs voix qui en fait, je ne sais pas, 25-30. Alors, le titre, c'est « Quand mamie ». On avait toujours dit « Quand mamie sera morte ». On disait « Pour le moment, c'est comme ça. Mais quand mamie sera morte, quand mamie sera morte, on transformera sa chambre. On arrachera la tapisserie et on peindra tout en blanc. Non, tout rose, tout vert, beige. Quand mamie sera morte, la table de nuit, on en fera du bois de feu. Les autres meubles aussi, tiens, on les passera à la hache. Elle se porte bien pour son âge, mais quand mamie sera morte, il faudra trier ses affaires.
tout ce qu'elle a pu entasser dans le tiroir du sommet, même un bonnet de baptême. Quand mamie sera morte, tu sais, on jettera tout en bloc, sinon ça fait mal au cœur, ces vieux habits sur les cintres. Oui, quand mamie sera morte, qu'est-ce que tu veux? Il faudra faire place nette, débarrasser son fouillis. Ça prend du temps de trier, on mettra tout à la benne. C'est sûr, il faudra refaire sa chambre. Tu imagines, quand elle décède, ça va nous donner du boulot, de fond en comble rafraîchir. On refera la moquette, on va mettre du parquet, du frêne, je pense. Ça sera mieux. Et au mur, je vois bien une toile, quelque chose de coloré, gai. Une fois que mamie sera morte, tu sais, on ne vivra plus pareil. Tout sera vraiment différent. On fera des trucs exotiques à soulever avec les baguettes, et la viande, on la cuisinera bien saignante. Et j'ai pensé, du jour où elle sera décédée, je crois bien qu'il va falloir euthanasier le chien. On jettera ses jouets et on versera ses biscuits sur la pelouse pour les merles. Je verrai bien tout en vert, les murs, les portes, les fenêtres. Cette pièce, ça sera quelque chose. On pourrait arranger un bureau ou un boudoir, un salon, une salle pour le repassage. Si on abat la cloison, ça serait immense comme living. Quand mamie aura disparu, il ne faudra pas s'imaginer qu'on aura tout d'un coup les moyens. D'abord, il faudra compter les frais d'ensevelissement. On changera la voiture, attendre que mamie soit morte avant de couper le pommier. Il est malade, c'est du travail de le sulfater chaque année. Mon Dieu, le vide que ça fera, trouver vacant le fauteuil. J'ai le souci qu'à la longue, on soit contraint de le donner. Il y a du crin par-dessous qui fuit petit à petit. Une fois que mamie sera morte, il va falloir tout laver. Qu'est-ce qui est mieux? Oui, on passera tout à la chaux, tout ça sera propre et net. Quel bouleversement quand même quand notre mamie sera loin. On va avoir une sacrée place. On mettra de côté ses bijoux. Ça n'a pas de valeur, non, mais c'est par attachement. Ça serait joli quand même, d'autres rideaux aux fenêtres, des voilages moins épais, tu vois. Et si on ouvrait ici, on pourrait faire une entrée, avoir une fois toute la place pour les chaussures et les vestes. Et de là, un escalier, 3 marches et faire une allée. Tu sais, j'ai toujours imaginé un bassin ou un étang biologique. Moi, quand mamie sera morte, j'ai déjà pensé. On pourrait faire une salle de bain pour les invités, qu'on ne les croise pas le matin quand ils sortent des toilettes. On est toujours emprunté. On pourra aller en Italie prospecter. Là-bas, ils ont du carrelage. Ils ont un choix étonnant et ce n'est même pas hors de prix. Et puis manger à Bologne. On ira un week-end, on partira en avion, on partira chaque semaine, on prendra congé des fois le lundi matin. Ici, déjà, on est bien. Mais quand mamie ne sera plus et qu'on aura agrandi, on sera vraiment à notre aise. Je me demande si une fois qu'elle sera décédée, ça ne serait pas le bon moment pour partir. Partir une année, tu vois, ou déménager franchement et prendre des années quelque part. Voir une fois autre chose, ça ouvre les yeux. Après, tu reviens différent. Il paraît, quand tu reviens, tu ne sais plus très bien d'où tu es, en quelque sorte apatride. Cette mamie, quand même, quelle vie longue. Moi, si je dois finir comme ça, je préfère me faire une piqûre. Si je ne peux plus sortir de chez moi, je préfère tout de suite me flinguer. Tiens, j'écris tout de suite sur un papier qu'on me tue si je deviens comme mamie. Regarde où je le mets. Je le mets là. De chaque côté de la fenêtre, je verrai bien 2 grands pots. 2 oliviers, je verrai, 2 citronniers et leurs fruits. On en fera une serre, on va vitrer tous les murs. Ça sera notre jardin d'hiver. Ici, on viendra fumer. On ne sera plus obligé de s'enrhumer sur le balcon. Il y aura des plants de tomates. Je vois bien une pièce toute jaune avec des nappes provençales, une sorte de morceau de sud pour quand il fait froid et sombre, un petit air de Provence. Qu'est-ce que tu en dis pour quand on a la déprime? Ou bien des jarres, genre amphores, de chaque côté de la porte. On peint en clair, des terres cuites, 1 ou 2 liseuses dans le coin, et on pourra s'allonger. Tu vois la femme de Napoléon, un lieu où on peut rêver, ça sera drôlement agréable. Mais j'ai pensé, une fois la chambre libérée, on n'a pas vraiment de garage. Ça serait peut-être l'occasion d'ouvrir complètement la paroi. On met la voiture à couvert et on installe un établi pour bricoler et un râtelier à ski. Quand mamie sera morte, je te dis, on sera nous-mêmes étonnés des mètres carrés dans cette pièce. On ne dirait pas, mais d'une fois qu'on aura ôté le désordre, ça sera 4 fois plus large. Ces plantes devant les fenêtres, c'est ça qui pompe la lumière. Voilà, je crois que vous avez compris. C'est une sorte de litanie, en fait, qui revient quand mamie sera morte, quand mamie sera morte.
Et au début, les personnages, ils sont très terre à terre, ils restent dans la pièce où ils sont, mais très vite, ils vont vraiment faire des plans sur la comète et des châteaux en Espagne, construire des châteaux en Espagne. Et voilà. Et ça a été vraiment le dernier monologue que j'ai écrit. Juste après, j'ai écrit mon deuxième roman qui s'appelle Effina. Et je voulais absolument pas écrire de monologue. Et en fait, j'ai écrit un semi-roman épistolaire parce qu'il y a énormément de lettres au début du roman. Et donc, j'ai retrouvé la première personne, le jeu, et puis l'adresse directe à quelqu'un d'autre. Et c'était pour moi comme un passage en fait un peu hybride justement entre le monologue et puis la vraie forme du roman qu'on retrouve plus dans la deuxième partie du roman. Et là aussi, on retrouve des rapports conflictuels entre les hommes et les femmes. Il s'agit de l'histoire d'une jeune spectatrice, enfin plus très jeune en fait dans le fond, qui va au spectacle un soir et puis qui est complètement subjuguée par un comédien. Et elle s'aperçoit ensuite en fait qu'elle ne l'avait pas reconnu et que c'est quelqu'un qu'elle connaissait déjà parce qu'il lui avait envoyé une lettre des années auparavant, mais elle ne se rappelle plus de la teneur de la lettre. Et donc elle veut lui écrire, elle lui écrit, il lui répond. Et c'est ainsi que commence une sorte d'histoire d'amour qui n'en est pas une, parce que je voulais surtout pas écrire une histoire d'amour, donc je me battais contre mes personnages. Mais finalement, il y a de l'amour quand même dans ce texte. Que les deux personnages ne veulent pas reconnaître, un peu comme le miroir de l'auteur sans doute. Ils sont comment dirais-je, ils sont irrésistiblement attirés l'un vers l'autre, mais le personnage du comédien qui s'appelle T, c'est juste une initiale, il ne veut pas de cette banale spectatrice parce que lui, il est très imbu de sa personne, c'est vraiment un monument du théâtre. Et elle, la jeune spectatrice, très jeune en fait, elle se croit justement encore jeune et belle, et puis elle trouve qu'il est imbu de sa personne, elle voit tous ses défauts en fait, ce personnage aussi physiquement sur le déclin, pour dire les choses sobrement, et puis elle refuse en fait ses sentiments, et puis c'est une espèce de chassé-croisé entre eux, et de chassé-croisé de mauvaise foi, je pense, entre ces deux personnages. Et une fois encore, j'avais deux personnages, comme dans le premier roman, et une fois encore, je trouvais que le personnage de T, du comédien, prenait beaucoup plus de place, finalement, au fil du roman, sur la jeune spectatrice qui s'appelle Effina, du nom d'une crème des mains pour la Migros, si jamais. Il faut toujours faire attention quand on nomme ces personnages, c'est dangereux. Parce que d'une fois qu'on les a nommés, on ne peut plus les débaptiser. Et là aussi, en fait, quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai cru que j'écrivais une nouvelle, et je ne savais pas que j'allais la publier. Et j'écrivais, j'avais un pot de crème pour les mains, et je cherchais un prénom de femme qui soit à la fois très féminin, qui exprime une certaine délicatesse, mais qui soit unique. Puis j'ai vu ce nom, et je me suis dit, Effina, voilà, c'est ça. Et je l'ai gardé, mais la crème n'existe plus. Mais j'ai vu qu'il y a un cheval de course qui s'appelle Effina, enfin qui s'est appelé Effina. Et voilà, et puis comme le temps passe, et voilà, j'avais 1 heure de temps, je vais vous parler encore de mon dernier roman, pardon. Mon dernier livre, c'était Hermine Blanche, qui est l'Infini Livre. Et pour boucler un peu la boucle, j'étais partie dans Rapport aux bêtes, vraiment du cœur d'une conscience de ce paysan qui n'arrive pas bien à saisir le monde extérieur et puis qui n'arrive qu'à livrer en fait sa propre subjectivité. J'avais passé par la subjectivité de deux personnages qui se heurtent, et puis je suis vraiment allée en surface des personnages avec ce dernier livre, ce dernier roman, qui est une dystopie et qui met en scène deux écrivaines qui sont pratiquement interchangeables dans un monde où les romans en fait existent mais ne sont jamais ouverts. Et la plupart du livre se passe soit dans leurs appartements, soit sur les plateaux de télé, où les deux écrivaines passent leur temps à parler des romans. Mais on n'ouvre jamais les livres, donc on parle des couvertures, on parle de la vie de l'écrivaine, tout est très coloré, on rajoute beaucoup de choses sur les surfaces, sur l'extérieur, sur les apparences, pour ne pas entrer dans la profondeur en fait, du contenu. Et voilà, donc je vais terminer là-dessus.
Et donc là, j'ai vraiment quitté le monologue, j'ai quitté la forme du jeu, j'ai écrit à la troisième personne et j'ai quitté complètement le monde de la subjectivité. C'est un monde dans l'infini livre où les gens sont à l'image des livres. Les livres sont des symboles en fait de l'intériorité des personnes. Et ces personnes dans ce livre, elles sont assez mystérieuses dans le sens où elles ne livrent aucun intérieur, aucune subjectivité. Et on glisse comme ça de couverture de livre à couverture de livre ou de couverture couverture d'écrivaine à couverture d'écrivaine. Elles n'existent en fait que par leur apparence. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous propose que si vous avez des questions, on en parle au foyer, autour d'un verre. Voilà, merci.